C'est sans doute une des voitures françaises les plus attendues de l'année. On découvre aujourd'hui le premier SUV d'Alpine, l'A390, dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Après la berlinette A110 qui avait marqué la renaissance d'Alpine en 2017, mais aussi l'A290 en cette version sportive de la R5 100% électrique lancée l'an dernier, la marque de Dieppe passe la troisième avec cette A390, un troisième modèle dans sa gamme qui doit lui permettre d'augmenter ses ventes à l'international et aussi d'asseoir sa position de marque sportive et haut de gamme au sein du groupe Renault. Ce SUV, il est particulièrement attendu. On l'avait découvert sous forme d'un concept A390 Beta au dernier mondial de l'auto de Paris en 2024. Et la version de série, assez proche d'ailleurs du concept d'un point de vue du design extérieur, elle avait été dévoilée à Dieppe, le fief de la marque, au printemps dernier. Ce modèle, il est donc très important pour la marque Alpine puisqu'il représente tout simplement son deuxième modèle 100% électrique, mais aussi son premier SUV et également son premier véhicule 4 roues motrices. On peut commencer par évoquer les dimensions de ce modèle qui se veut aussi familial. On est à 4,62 m de long et donc ça, pour se rendre compte, c'est 15 cm de plus qu'un Renault Scénic. Et oui, ça ne se voit pas comme ça avec ce design qui le distingue beaucoup, mais les deux véhicules, ils reposent sur la même plateforme Ampere Medium. En fait, on est assez proche d'un modèle qui sera sûrement un de ses concurrents directs, l'Audi Q4, qui lui affiche une longueur de 4,58 m. L'idée, ça reste vraiment de proposer une Alpine A110 sous stéroïde avec ce SUV qui ne doit donc pas avoir un gabarit trop imposant. Ça, on va le retrouver au niveau de la hauteur qui reste assez basse à 1,53 m. Et donc ça, c'est 4 cm de moins qu'un Scénic et même 10 cm de moins qu'un Audi Q4. Mais pour moi, une des grosses réussites de ce modèle, ça reste son design. Il se veut à la fois original, sportif et très moderne, ce qu'on va retrouver vraiment au niveau de la face avant. On peut commencer par la signature lumineuse, très audacieuse avec ce long bandeau LED très fin et puis cette partie comme ça des feux de position avec des éclats de triangle qui vont se retrouver comme ça sur ce joli en plus bleu Alpine Vision de notre modèle d'essai. Des motifs de triangle qu'on va retrouver également en partie basse sur cette grille que je trouve aussi très réussie visuellement et qui va contribuer à l'aérodynamisme du véhicule. On va trouver comme ça pas mal d'éléments, à commencer par cet aileron qui se trouve au niveau du capot avant et qui a un passage d'air inclus à l'intérieur et également des petits passages d'air extérieurs toujours au niveau de cette face avant. Et dans le prolongement de ces lignes de carrosserie très dynamiques, on va retrouver bien sûr le logo Alpine en toutes lettres et cette petite caméra à l'avant qui va participer à toute la vision globale qu'on va avoir autour du véhicule. À noter qu'on teste cette A390 dans sa finition GT avec normalement des jantes de série de 20 pouces, mais là on a des jantes en option, des jantes flocons de neige comme on le voit de manière assez évidente dans le dessin assez original et qui nous font grimper quand même à 21 pouces. Pour le côté SUV, on a quand même ces passages de roues qui sont marqués par un bandeau noir avec ce petit symbole de pic comme une montagne aussi, symbole de la marque Alpine. Et c'est surtout de profil qu'on peut apprécier qu'on est sur un SUV assez bas et puis avec cette ligne de carrosserie qui est une des références à la berlinette A110. Et on est bien sûr sur un SUV coupé, un fastback. Et donc on va avoir cette ligne de toit qui va plonger assez nettement, assez rapidement à partir du montant-C vers l'arrière et le coffre. À l'arrière, on retrouve ce souci pour l'aérodynamisme, la sportivité. On a déjà cet élément qui va venir comme ça faire un passage d'air et qui est inspiré du concept. Sur le concept, c'était une partie qui pouvait se déplacer, mais ça, c'était pas vraiment réaliste sur la version de série. Mais on conserve quand même une partie avec cette petite bande réfléchissante. Et on arrive sur cet élément avec la lunette arrière très inclinée, incurvée sur les côtés, ce qui, même chose, rappelle la berlinette A110. Et puis, un premier spoiler en bas de cette lunette arrière qui est en quelque sorte prolongé par l'ouverture du coffre et qui débouche. Moi je trouve ça vraiment très réussi sur le logo Alpine rétro éclairé et ces feux de position où on va retrouver le motif des petits éclats de triangle. Et pour finir, on a bien sûr ce très large diffuseur à l'arrière.
Une occasion toute trouvée pour vous parler du coffre électrique à haillons qui s'ouvre comme ceci et je débouche sur un espace de 535 litres au total. Même si ce volume de coffre il peut paraître relativement limité par rapport au gabarit d'ensemble du véhicule, il reste toutefois assez pratique avec cette large ouverture et puis un petit double fond qui va permettre notamment de ranger des câbles de recharge. Par contre, petite déception à l'avant, pas de frunk et puis on doit se contenter d'une petite baguette et pas d'une ouverture à vérin. Me voici à bord de cette Alpine A390 et c'était une vive critique lors de la présentation de la version de série. Un intérieur qui ressemble beaucoup à ceux d'autres modèles du groupe Renault, en l'occurrence par exemple un Renault Scénic. Alors c'est sûr que ça peut faire un peu tâche pour une voiture qui se veut hautement distinctive, premium, sportive, d'être comparée à un modèle familial de la marque sœur Renault. Mais moi je ne serais pas aussi critique, on a quand même l'avantage d'avoir un combiné d'écran en L, 2 x 12 pouces, 12 pouces pour la partie écran tactile, 12 pouces pour l'écran des compteurs et tout ça, ça fonctionne très bien. Et il faut le dire, Alpine a quand même fait des efforts pour rendre cet intérieur assez personnalisé à son image et encore une fois avec ce côté assez haut de gamme. Le changement, il va notamment se jouer au niveau du volant, qui est très réussi, gainé en cuir et puis avec ces petites touches façon sport mécanique, ça on s'en reparlera pendant la conduite. L'autre différence notable avec les derniers modèles de marque Renault, c'est le levier qu'on a traditionnellement ici, qui permet de passer basiquement marche avant, marche arrière, mode parking. Et ici, ça se retrouve au niveau de la console centrale, comme la berline A110. Alors certes, on perd de l'espace au niveau de la console centrale, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des constructeurs sont en train de ramener ces commandes de boîte au niveau du volant, mais moi je trouve ça quand même assez pratique pour passer facilement de marche arrière à marche avant par exemple, et surtout ça évite d'avoir une troisième commande au niveau de la droite du volant. Je passe donc assez rapidement sur le détail des écrans, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que ça tourne sous une interface, un système d'exploitation plutôt Google Automotive qui se montre très performant, réactif au toucher et qu'on retrouve là pour le coup, comme sur les modèles du groupe Renault, les raccourcis physiques dédiés à la climatisation, toujours très pratiques sous l'écran tactile. Et il faut le souligner, on ressent quand même l'impression d'être à bord d'un intérieur haut de gamme. On va notamment avoir quelques petites touches d'Alcantara, des jolies petites surpiqûres au niveau des portières, mais aussi sur les sièges qui sont particulièrement réussis aussi, qui sont chauffants, massants. On regrette simplement qu'ils ne soient pas ventilés. On est quand même sur un modèle qui se veut premium avec des tarifs, vous le verrez en conclusion, qui sont assez élevés. Donc moi personnellement, j'attendrai d'avoir ce genre d'options proposées au catalogue. Et pour le côté sportif, on va également retrouver quelques touches de carbone. Bon, ça c'est en option, mais on va dire que ça va quand même rajouter une petite touche aussi de sportivité dans cet habitacle, à la fois au niveau de la planche de bord et également de la console centrale. L'inconvénient, et pour des raisons d'économie, c'est qu'on retrouve quand même pas mal de plastique dur. Par exemple, cette surface en haut de la planche de bord, on pourrait penser qu'elle est en cuir, et ben non, c'est quand même un plastique assez ferme. Des plastiques durs qu'on va retrouver aussi en partie haute des portières avant et puis de manière plus abondante encore au niveau des contreportes arrière. On peut aussi compter sur de nombreux rangements, bien sûr la traditionnelle boîte à gants, mais également au niveau des contreportes et puis au niveau de la console centrale, ce rangement qui reste quand même assez volumineux et pratique. Le rangement en partie basse de la console centrale est lui en revanche pas très pratique d'accès. On va retrouver quand même une petite prise 12 volts qui va compléter l'arsenal, on va dire, pour recharger par exemple un smartphone avec 2 ports type C à l'avant, 2 ports type C à l'arrière et un espace pour charger un smartphone par induction. Même si on est dans un environnement assez sombre, notamment avec l'option ciel de toit en Alcantara et donc un toit noir, ce qui va se ressentir particulièrement aux places arrière, on peut quand même paramétrer l'ambiance lumineuse qui va dépendre en fait du mode de conduite choisi. Et comme ça, on va avoir le choix dans une palette de 48 couleurs qui va accompagner le mode normal, le mode sport ou encore le mode éco. Comme on est dans la plus grande Alpine de l'histoire, on trouvait ça important de vous parler quand même des places arrière. Alors le sentiment il est plutôt bon. On a certes ce ciel de toit qui va plonger assez rapidement, mais j'ai quand même suffisamment d'espace à la tête, même si je suis pas très grand. En revanche, un petit peu plus sceptique sur les 3 places à l'arrière. On va dire que ça va être une place d'appoint vraiment au centre. Elle n'est pas très confortable, donc on voyagera mieux quand même à 4 avec 2 passagers uniquement à l'arrière. En revanche, on dispose plutôt d'un bon espace aux genoux. Alors certes, le siège devant moi est relativement avancé, mais je pourrai quand même glisser mes pieds sous ce siège. Et puis ça permet aussi de comprendre que malgré l'empattement raccourci par rapport
un Renault Scénic, on va quand même avoir suffisamment d'espace à bord. Par contre, un petit regret, c'est quand même au niveau de cette place centrale, comme je vous ai dit, pas très confortable et on ne peut pas la basculer pour avoir un espace, par exemple, porte-gobelet ou pour support de smartphone, ce qui serait quand même bien pour un voyage longue distance. Voici au volant de cette nouvelle Alpine A390. On a roulé un petit peu plus de 250 km à son bord et puis ça nous permet quand même ça de nous faire une idée assez complète de ce que donne ce véhicule. Alors déjà pour commencer, je vais vous parler de la configuration de notre modèle d'essai. On est sur la version Alpine A390 GT. Donc on dispose d'une batterie lithium-ion d'une capacité de 89 kWh utile. Donc ça c'est assez important au niveau du groupe Renault. C'est la batterie avec la plus grande capacité proposée. Et c'est aussi l'Alpine la plus puissante jamais proposée au catalogue puisqu'on a 400 chevaux grâce à 3 moteurs, un à l'avant et 2 à l'arrière. 400 chevaux et un peu plus de 600 Nm de couple. Donc ça va permettre de réaliser un 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Donc on a un véhicule quand même très dynamique, ça c'est la particularité bien sûr de l'électrique, mais d'autant plus avec cette puissance proposée par les 3 moteurs. Et c'est vrai qu'Alpine a toujours présenté cette A390 comme une version SUV de la petite berlinette A110 qui est bien plus légère. Là on est sur plus de 2 tonnes 1 et sur cette partie on va dire puissance, on arrive quand même à oublier justement ce poids avec ces fortes accélérations notamment, une certaine agilité dans les courbes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 2 moteurs à l'arrière. Alpine a un système qui s'appelle Torque Vectoring, on peut dire de gestion électronique du couple. Et donc le moteur va pouvoir agir directement sur une des roues arrière gauche ou arrière droite pour notamment accélérer les passages en courbe. La tenue de route, elle est très bonne, on a un bon ressenti au volant. Bon, elle est durcie, la direction en mode sport. Moi, je trouve que ça reste quand même encore assez souple. Alors en mode sport qu'on a pas mal utilisé sur les petites routes de montagne, la direction, elle est censée être durcie. Moi, je trouve qu'elle est quand même encore assez souple, mais elle est suffisamment précise pour être à l'aise dans ses manœuvres. Donc ça, c'est le principal. Au niveau du confort, il est globalement assez correct. On a un système de suspension à butée hydraulique, donc on ne va pas aller aussi loin qu'un système de suspension pilotée, par exemple, comme c'est le cas chez de nombreux concurrents premium. Mais on va dire que ça permet quand même de faire face aux principaux défauts de la route. On était très curieux de voir comment on allait interagir avec ce volant, avec ce look qui rappelle les sports mécaniques et en particulier la Formule 1. Et notamment ce bouton rouge Overtake qu'on avait déjà dans l'A290 et donc qui permet d'avoir un boost de puissance. Donc il a le petit symbole OV pour Overtake, ce qui signifie dépassement dans les sports mécaniques. Et donc le fonctionnement il est assez simple. Lorsque je suis en appui sur la pédale d'accélérateur, en appuyant sur ce bouton, je vais avoir ce petit boost supplémentaire. Ce qui est un peu étrange, c'est que finalement on arriverait au même résultat en appuyant un petit peu plus sur la pédale qu'en enfonçant ce bouton OV. Mais on va dire que ça a le mérite d'être original. Et lorsque vous appuyez dessus, vous avez également une petite animation qui va se produire à l'écran comme un effet vitesse-lumière. Le même que vous avez quand vous faites un kick-down, un appui maximal sur la pédale d'accélérateur. La voiture reste très agréable à conduire, assez fun. Moi, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas ressenti un peu ce plaisir de conduire au volant d'une voiture 100% électrique. Nous, on n'a pas vraiment joué les pilotes sur les routes de montagne, mais ça nous a quand même permis de prendre suffisamment de plaisir et puis avoir justement sur un circuit, des conditions beaucoup plus propices à de la conduite sportive, ce que pourrait donner justement ce Active Torque Vectoring proposé par Alpine avec les 2 moteurs arrière. Parce qu'on est bien sur la première Alpine à 4 roues motrices, mais l'idée c'est d'avoir quand même un comportement qui peut se rapprocher d'une propulsion, notamment comme la berlinette A110. L'autre bouton qui ressort de ce volant, exactement comme sur la 290, c'est le petit Manettino pour la recharge, donc le bouton bleu. Et là, en fait, ça va me permettre d'ajuster le freinage régénératif d'un mode roue libre. On l'a pu le tester quand il est activé. En effet, le véhicule va continuer à aller sur sa course et vous voyez qu'il n'y a pas de régénération de la batterie, donc il n'y a vraiment pas, on va dire, de ralentissement du véhicule. On va ensuite pouvoir ajuster ce freinage régénératif sur 3 niveaux.
avec une décélération d'autant plus forte lorsque je relâche la pédale d'accélérateur. Et en bonus, et ça c'est plutôt un bon point pour la conduite urbaine, on va avoir un mode One Pedal en niveau 5 de freinage régénératif. Et donc là, je vais avoir un freinage tellement fort à la relâche de la pédale d'accélérateur que je vais plus avoir besoin vraiment de me servir du frein et aller jusqu'à l'arrêt en seulement quelques mètres. En tant que marque haut de gamme du groupe Renault, on a logiquement un véhicule aussi très bien équipé. Il dispose de nombreuses aides à la conduite, donc je ne vais pas vous faire la liste, mais bien sûr, la principale pour moi, c'est le duo régulateur de vitesse adaptatif suivi des lignes de la route, ce qui donne un assistant de conduite semi-autonome de niveau 2. Alors c'est peut-être juste dommage de le proposer en pack à part. On verra à la conclusion les tarifs de ce modèle, mais c'est vrai que comme on parle d'un prix de départ assez élevé, on pourrait quand même s'attendre à beaucoup plus d'équipements de série. Alors si pour certains cela reste un défaut, la ressemblance de cet intérieur avec les derniers modèles Renault, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Surtout sur la partie écran, interface homme-machine. On interagit facilement avec les différentes fonctions et puis visuellement, Alpine a quand même travaillé sur des animations, des affichages spécifiques et donc on a quand même l'impression d'être à bord d'une Alpine. Ça aussi c'est assez classique, mais on va disposer de différents modes de conduite. Donc un mode normal qui se veut le plus polyvalent, un mode sport donc qui va permettre de profiter pleinement de la puissance de 400 chevaux proposée par les trois moteurs de cette A390 et qui va aussi booster l'expérience sonore. En fait, lorsque vous êtes en mode sport, vous allez avoir d'autant plus de bruits artificiels qui vont accompagner les accélérations, décélérations. Et c'est vrai que ça c'est important sur une voiture électrique qui se revendique sportive, puisque ça va nous permettre d'avoir quelques points de repère auditifs et compléter comme ça l'expérience au niveau de la conduite dynamique. En plus de ce mode sport, on dispose d'un mode track, donc réservé plutôt au circuit et qu'on n'a pas vraiment testé, mais le concept ça va être qu'il va désactiver en fait la plupart des aides à la conduite. Et enfin, un mode save, un mode éco, même chose qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de tester, mais là qui va, on va dire, minimiser les performances pour maximiser l'autonomie. Donc comme je vous disais, on n'a pas trop utilisé le mode éco parce que la vocation de ce véhicule, c'est quand même d'être sportif, d'être dans le plaisir de conduite. Et donc, c'est l'heure du bilan conso. Et donc sur près de 300 km parcourus, on est à une moyenne sous les 27 kWh au 100. Ça reste quand même assez élevé. En fait, ça donnerait une autonomie réelle de à peine plus de 330 km sur notre véhicule, alors qu'il est annoncé à plus de 530 km d'autonomie théorique. Mais forcément, on a eu un usage assez intensif du véhicule, à la fois, comme je vous disais, sur de la conduite sportive, sur petite route de montagne, mais aussi sur autoroute. Donc c'est une consommation à dire élevée, mais à relativiser dans ce contexte de conduite particulier, mais qui est quand même assez pertinent dans le cadre de l'utilisation d'un SUV sportif comme cette A390. Et puis quand même avoir plus de 300 km d'autonomie dans ces conditions, ça permet d'envisager des trajets autoroutiers quand même sans trop d'étapes pour aller à sa destination finale sur un long trajet. Et comme sur les derniers modèles 100% électriques du groupe Renault, on a quand même cette fonction que je trouve toujours assez bien vue, c'est l'autonomie selon le scénario de conduite. Et ça nous permet de savoir que là, actuellement, on a 380 km d'autonomie affichée au compteur. Mais que si on était dans une situation de conduite urbaine, on pourrait atteindre 470 km d'autonomie et à l'inverse, redescendre à peine plus de 270 km sur de la conduite sur autoroute. Côté recharge, cette Alpine A390, elle propose de la recharge en courant alternatif, donc sur des bornes plutôt lentes, jusqu'à 11 kW avec du 22 kW en option. Et sur de la recharge rapide, sur des bornes en courant continu, on peut atteindre 150 kW sur cette version GT. Et ça va permettre en fait de passer de 15 à 80% de batterie en un peu moins de 30 minutes. Nous arrivons à la fin de cette émission consacrée à cette nouvelle Alpine A390 et non, ce SUV n'est pas amphibie, c'est simplement la mise en scène proposée par la marque française dans ces magnifiques paysages andalous où se déroulent ces essais qui nous ont séduits pour illustrer ce lancement très important. On est en effet sur un tout nouveau modèle fabriqué
principalement en France. On a un assemblage final qui est réalisé dans la manufacture de Dieppe, aux côtés de la petite berlinette A110, dont la production va s'arrêter mi-2026. Et on peut aussi ajouter que les moteurs sont produits dans l'usine Renault de Cléon et que les cellules lithium-ion sur la version GTS ils seront fournies par l'entreprise française Vercor. Et sur notre version GT, on peut dire que c'est déjà un bon début puisqu'on a un pack batterie qui est fourni par LG et assemblé dans une usine en Pologne. Avant de parler des tarifs, on peut dire qu'on a quand même été séduit par cette A390, à la fois par son design extérieur, son aménagement intérieur et bien sûr ses performances et le vrai plaisir de conduire ce modèle. Surtout que le postulat de départ était quand même complexe pour Alpine qui est connu pour ses modèles très légers. Là on est sur un SUV de plus de 2 tonnes mais grâce à la puissance des 3 moteurs, on oublie quand même par moment qu'on a un tel gabarit et un tel poids. Alors Alpine ne transforme pas pour autant le plomb en plume, mais on va dire que c'est quand même prometteur pour la suite, même si c'est compliqué quand même de voir comment ce modèle il pourra trouver son public. Surtout avec ce positionnement tarifaire qui est quand même assez élevé au niveau de concurrents comme des marques premium allemandes. Cet A390 GT, il démarre en effet à 67 500 € avec heureusement quand même pas mal d'équipements de série comme la pompe à chaleur qui permettra en particulier d'économiser de l'énergie l'hiver avec le chauffage. Il faut toutefois ajouter beaucoup d'options pour arriver à la proposition de notre modèle d'essai. On peut citer notamment la couleur bleue Alpine Vision à 1 600 €, les jantes Snowflakes à 1 800 € et les sièges sport Massan qui sont eux facturés 2 500 €. Alors je ne vais pas vous faire la liste complète, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la facture finale sur notre modèle d'essai, elle dépasse les 81 000 €. Et c'est vrai qu'à de tels niveaux de prix, c'est quand même dommage de devoir payer en plus pour le drapeau français au niveau du montant entre le pavillon et l'aile, qui est facturé symboliquement 90 €, ou le centre de volant Alpine bleu, lui, est facturé 100 €. À voir donc si ce rapport tarif-prestation saura séduire les clients qui pourront être nombreux aussi du côté des entreprises qui n'étaient pas vraiment la cible de la berlinette A110. À voir aussi ce que donnera la version GTS qui est juste derrière moi et qui sera lancée début 2026 avec des prestations un peu au-dessus niveau performance, notamment avec une puissance de 470 chevaux et un 0 à 100 qu'il pourra réaliser en moins de 4 secondes. C'est la fin de ce nouveau numéro d'En route pour demain. Merci beaucoup à Jean-David Duhart de l'avoir réalisé et on se retrouve très vite sur la chaîne Tech & Co, mais également en replay sur RMC, BFM Play et sur le site internet de BFM Business. A très bientôt, prenez soin de vous.